Mesdames et messieurs, bonjour, merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bienvenue sur ce plateau spécial essentiellement consacré au déroulement du scrutin référendaire de ce dimanche 21 septembre 2025. Comme vous le savez, depuis le 5 septembre 2021, une nouvelle page de l'histoire politique de notre pays est en train de s'écrire suite à la prise de responsabilité de nos forces de défense et de sécurité. À leur tête, le général Mamadi Doumbouya. Dans leur volonté de ramener le pays à l'ordre constitutionnel, un projet de nouvelle constitution a été élaboré avec une large consultation de toutes les catégories sociales du pays. Et comme vous le savez, la souveraineté appartient au peuple. Le peuple de Guinée est invité à se prononcer par un oui ou un non sur cette nouvelle loi fondamentale ce 21 septembre 2025, une date qui rentrera dans les annales de l'histoire politique de notre pays. Alors depuis 1958, c'est la 6e fois que les Guinéens votent pour un scrutin référendaire, après notamment 1958, 1982, 1990, 2010, 2020 et 2025. Alors pour cette journée 2025, ils sont 6 768 000 électeurs répartis entre 16 722 bureaux de vote sur l'ensemble du territoire national. Pour ce plateau spécial, vous aurez des invités et pas des moindres pour nous parler de l'histoire des référendums successifs en Guinée, une nouvelle constitution, quelle est l'importance pour la marche démocratique de notre pays. Des envoyés spéciaux sur toute l'étendue du territoire national seront avec nous pour remonter en temps réel toutes les informations sur le déroulement de cette journée historique. Alors pour cette première partie, je suis avec Alimou Souaré. Alimou Souaré, bonjour. Bonjour Junior, bonjour téléspectateurs. Également Madame Kamara Safiatou Kondé, bonjour. Bonjour Junior, bonjour à tous sur ce plateau. Alors, pour vous tenir en haleine pendant jusqu'à 11h30 minutes, nous recevons pour vous notre chère maman, Hadja Mariama Yelo Bari, ancien ministre des Affaires sociales et ancien ministre du Travail et des Affaires sociales, membre du CNT 2010 et médecin. Hadja, salam alaikum. Alaykoum salam, bonjour. Bienvenue à la bonjour téléspectateurs. Alors, Safiatou Kondé, je commence par la fin. Dites-nous quel est l'enjeu de cette journée référendaire en Guinée. Bonjour Hadja, bienvenue sur ce plateau. Ça c'est vraiment un plaisir pour nous de faire chemin ensemble pour accompagner, donner assez d'informations sur le terrain et sur ce plateau aux téléspectateurs qui nous suivent depuis les antennes de la télévision nationale. Le scrutin, le référendum a toujours un enjeu. Vous venez de le dire, aujourd'hui nous passerons au 6e référendum dans l'histoire de la Guinée. Je pense qu'un référendum n'est surtout pas politique. Un référendum est une décision à un moment donné de la vie de la nation. Donc ce 21 septembre, les Guinéens sont déjà dans les urnes pour voter oui ou non, pour valider ou invalider ce projet de nouvelle constitution qui nous a été soumis ensemble. Nous l'avons fait. Ça change. À un certain moment donné, la vie d'une nation, le référendum. Donc ce 21 septembre, je le répète encore, c'est une histoire qui s'écrit. C'est une page qui se tourne aussi. Que ce soit le oui ou que ce soit le non, de toute façon, ce sera inscrit dans l'histoire de la nation guinéenne. Le référendum s'agit ici là de voter pour la Constitution, pour comment le pays doit être géré, pour qu'est-ce qui doit être fait pour nous, pour les citoyens. C'est beaucoup plus pour les citoyens, c'est ce que nous devrons surtout comprendre. Voter oui ou non, c'est de participer à cette vie de la nation. C'est de participer à comment doit se tenir une nation, comment doit se tenir le pays. Moi, je pense que c'est un jour qui doit appeler la conscience de tout un Guinéen, qui doit dire à tout un Guinéen, lève-toi, va voter pour ta nation. On ne vote pas là pour un individu. On ne vote pas là pour un parti politique. On ne vote pas pour un président ou pour un ministre. Non. Ce scrutin, il est vraiment citoyen. Il est citoyen, il reste citoyen.
Merci Safiatou. Alim Souare, la même question, l'enjeu de cette constitution, de ce référendum. Oui, comme l'a dit Safi, d'abord c'est le référendum. Le référendum, c'est un vote citoyen. Il n'y a pas deux individus, il n'y a pas deux partis politiques qui sont en course. Ouais. Aujourd'hui, c'est pour cette constitution. Vous le savez, la constitution est pour un État. C'est que le Coran est pour un musulman, c'est que la Bible est pour un chrétien. Donc, vraiment, c'est le document qui oriente la vie d'une nation. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, aller voter, c'est un acte citoyen, c'est un devoir civique. Il faut que tout le monde arrive à se lever pour vraiment s'exprimer, surtout choisir de façon libre. Tu es libre d'aller voter. Tu choisis pour ce que tu penses, parce qu'il y a eu une vulgarisation. Ouais. Chacun a vraiment une connaissance, même si elle n'est pas approfondie. En tout cas, chacun a une connaissance sur le contenu de ce projet. Donc, c'est à toi de voir, est-ce que le projet est en ta faveur? Est-ce que le projet aussi, tu n'es pas d'accord avec la manière dont le projet a été conçu? Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, j'ignore ce que la République de Guinée, vous avez dit, ça sera la 6e constitution, ouais. Mais également, je pense que ça doit être le 5e vote. Si on se rappelle, si vous prenez la première constitution du 10 novembre 1958, ouais. Il y a eu une adoption à l'Assemblée nationale. Okay. Maintenant, le premier vote, ça a été en 1982. Ouais. C'était une constitution qui avait été proposée par le PDG RDA. Et vous vous rappelez également, en 1990, c'est le comité militaire de redressement national, le CMRN. Voilà, il y a eu vote également. En 2001, il y a eu également vote avec le PIP de Lansana Conté, son gouvernement. Et en le 7 mai 2010, il y a eu une adoption par le CNT et promulguée par le général Konaté. La maman reviendra tout de suite sur tout ça. Et également, le 22 mars 2020, il y a eu élection. Et ce 21 septembre également, il y aura une élection. Alors moi, j'ignore ce qui m'a beaucoup plus marqué, c'est le nombre d'électeurs. Ouais. Vous-même, vous avez rappelé, il y a plus de 6 millions, exactement 6 768 458 électeurs qui sont inscrits. On n'a pas dit qui ont voté, qui sont inscrits. Dont 3 493 251 femmes. Ouais. Donc les femmes constituent 52,26% de l'électorat, ce qui est très important pour 23 662 bureaux de vote répartis dans 16 722 centres de vote. Ce qui veut dire un centre de vote peut avoir 2, 3, voire 4 bureaux si ce sont dans les écoles. Parce que si vous prenez donc, 16 722, c'est centres de vote. Oui, ça, ce sont les centres de vote. Maintenant, si vous prenez le nombre de bureaux de vote, 23 662, vous divisez par le nombre d'électeurs, vous allez avoir 286 électeurs par bureau de vote. Ce qui veut dire que les bureaux de vote ne doivent pas, normalement, en principe, d'être envahis. Vous êtes au nombre de 286. Vous pouvez venir voter, c'est toute la journée. Tranquillement, sans bousculade. C'est jusqu'à 18h. C'est jusqu'à 18h, je pense que les gens ont le temps. Si vous prenez les Guinéens de l'extérieur, ils sont au nombre de 125 271 qui se sont fait recenser, soit un pourcentage de 1,85% des Guinéens. Et le plus grand agglomérat, c'est-à-dire l'agglomération électorale la plus grande, c'est Conakry qui regorge les 22,79% et le plus petit, c'est Mamou avec 4,90% du nombre d'électorats. Ce qui veut dire aujourd'hui, nous partons à une élection référendaire qui doit, oui ou non, nous orienter pour les prochaines années. Et on estime que ce qui sortira de ces bureaux de vote, des urnes, reflète ce que la population pense de la nouvelle constitution. Donc nous appelons une fois encore à toute la population d'aller voter sans devoir civique, citoyen, et revenir tranquillement à la maison. Quand tu finis de voter, tu n'as pas besoin d'ouvrir un débat autour. Il faut voter et puis tu rentres à la maison tranquillement. La sécurité est de mise. Je pense que nous pouvons circuler.
Et je pense que les votes ont déjà commencé du côté de l'extérieur. Il y a notre consort, notre collègue Makale, qui a déjà fait signe. Son Excellence Ali Touré du côté de Londres, depuis 8 heures, a déjà voté. Donc, et les citoyens de l'étranger, les citoyens guinéens de l'étranger sont en train de voter maintenant. Là. Exactement. Et comme tu l'as dit, tout au long de ce plateau, nous allons recevoir des appels qui nous viennent de l'extérieur comme de l'intérieur du pays. Alors, merci pour toutes ces précisions, pour cette statistique à bonne soirée. Et je rappelle que d'un moment à l'autre, le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya aussi s'apprête pour s'acquitter de son devoir civique du côté de Boulbiné. Haya, bonjour encore. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci vous êtes témoin oculaire de l'évolution de la Guinée depuis 1982. D'ailleurs, vous avez participé à ces référendums. Alors, dites-nous, quel est l'enjeu aujourd'hui de tout ce qui se passe et ces différentes réformes? L'enjeu, c'est le passage de la prise de pouvoir par l'arbre à un régime constitutionnel. Je pense que c'est extrêmement important. Et le vote, c'est un devoir citoyen. Et l'ont largement expliqué. Chacun de nous, puisque quand même cette constitution a été mise à la disposition de la population, expliquée dans toutes les langues et sur l'ensemble du territoire national. Chacun, j'espère, a eu le temps de connaître, de comprendre et de connaître l'enjeu, et d'aller remplir son devoir de citoyen. C'est un devoir de citoyen, ce n'est pas un vote pour un parti politique, ni pour le général Doumbouya, encore moins pour un ministre. C'est un vote pour le devenir de notre pays dans les prochaines années. Donc il est impératif que chacun de nous, chaque citoyen, se déplace pour exprimer sa pensée ou en tout cas, pour exprimer son vœu face à l'avenir de ce pays. Chacun de nous devrait se déplacer et j'espère que les gens vont comprendre, après tant d'activités sur le terrain, pour qu'ils se déplacent et qu'ils votent pour exprimer leur pensée. Je pense que l'enjeu, c'est ça, c'est le changement de statut. De statut, exactement. Changement de statut. De passer parce qu'aujourd'hui, nous sommes dirigés par la charte de la transition. C'est ce que je dis. C'est après cette charte de transition, si toutefois la Constitution elle est adoptée par le peuple, qu'on va passer. Maintenant, ça c'est vers le retour à la normale dans notre pays. Dans la vie nation. Moi, je voudrais que Hadia nous replonge un peu dans justement, j'allais revenir dans l'histoire. Parce qu'il y a des années que nous n'avons pas vécu. Qu'est-ce qui a motivé la junte militaire à l'époque dirigée par le fait général Lansana Conté d'organiser en 82. C'est Sékou Touré. C'est vrai qu'on est très jeune. Mais qu'est-ce qui a motivé alors cette... En fait, en 82, le PDG a eu la volonté de créer le parti unique. D'accord. Et donc, pour créer le parti unique, il fallait changer la Constitution. D'accord. Et cette Constitution a été adoptée par l'Assemblée, pas par référendum. D'accord. Donc, à partir de 82, la Guinée était sous le régime d'un parti unique. Et donc, tout était géré par le parti, et c'est un système, comment dirais-je, de décision allant du sommet vers le bas. Les applications étaient systématiquement ordonnées par le comité central, le PN, et répercutées au niveau de la population et exécutées par la population. Juste en 82, l'enjeu c'était ça. Ça a été expliqué, c'est vrai, mais l'objectif majeur c'était que la Guinée est sous un régime socialiste avec un parti unique qui est le PDG RDA. Mais quel a été le pouvoir du peuple quand c'est un parti unique? Alors, il y a une mobilisation intense du peuple. Vous savez, le système socialiste a quelque chose d'extraordinaire. C'est que toute information est transportée jusqu'à la base. Et pour que la population comprenne, très souvent, on compose des chansons. Pour mettre des outils de communication. C'est l'outil de communication. L'outil de communication était utilisé par nos artistes griots pour que la population soit même comme si je prends l'exemple, par exemple, du référendum de l'indépendance, il y avait une chanson qui a été composée qui passait. Le nom historique. Historique, hein? Historique, non. Non, la chanson c'était ça, tout était sur ça. Donc c'était répercuté. Et il y avait une mobilisation allant de la base vers le sommet
il y avait l'organisation des femmes, l'Union révolutionnaire des femmes de Guinée, il y avait la JRDA, Jeunesse de la Révolution guinéenne, il y avait un syndicat plus ou moins canalisé par l'État, et il y avait la décision du BPN et du Comité central qui sont répercutées. Donc la mobilisation de masse était là. Le mouvement était là, mouvement d'ensemble, le mouvement de pionniers, les réunions hebdomadaires pour informer la population, etc., etc. Donc c'était vraiment un mouvement de masse, un mouvement populaire où tout le monde était forcément inclus. Alors, à la mort du feu, comment je vais dire, de feu Sékou Touré, en 1984, l'armée a pris pouvoir, et puis vous-même, vous êtes membre de ce gouvernement. Alors, en 1990, il fallait une nouvelle constitution. Oui, tout à fait. Cette nouvelle constitution a autorisé le multipartisme, plusieurs partis politiques. Maintenant, ce n'est plus parti unique. Dites-nous comment tout ça est venu jusqu'au référendum et quel a été le résultat après? Alors, ce que je peux dire, c'est que il y a trop de théories autour de la prise du pouvoir par l'armée. Parce qu'en fait, ce n'était pas un coup d'État, c'est une prise du pouvoir. Le président Ahmed Sékou Touré est décédé de sa belle mort. Il a eu les funérailles qu'il méritait. Il y avait près de 19 chefs d'État qui se sont déplacés. Et donc, il y aurait eu mésentente entre les dirigeants à l'époque. La constitution passée n'avait pas prévu que le président de l'Assemblée venait juste après le décès du pouvoir. Normalement, c'était Lansana Beavougui qui devait prendre après le décès du président Ahmed Sékou Touré. Lansana Beavougui devait être le président le temps d'organiser l'élection présidentielle. Voilà, c'était prévu comme ça. Mais il aurait été contesté, vrai ou faux, je ne peux pas le dire, je n'étais pas dans la salle. Si j'étais au Palais du Peuple en tant que médecin, parce qu'avec le décès, il y a eu un stand pour les urgences médicales et nous étions ces médecins qui encadraient ces éventuels malades. Mais la décision de la prise du pouvoir, nous n'étions pas là. Mais il s'est dit qu'il y a eu mésentente et que les militaires ont décidé de prendre le pouvoir parce que les gens ne s'entendaient pas. Et l'idée de prendre le pouvoir est venue de Kouyaté. Amadou, qui est de Dabola, que je connais très bien. Il aurait contacté, il l'a contacté, pas il aurait, parce que là quand même c'est vrai, il a contacté Fasciné, qui aurait décliné, il a contacté Général Lansana, qui aurait décliné, Jean Traoré, qui aurait décliné, mais en fait, ils avaient tous décliné parce que Amadou était du service de renseignement. Donc, il doutait de sa sincérité. Il n'avait pas confiance en lui. Voilà, il n'avait pas confiance, il était du service de renseignement du PDG RDA. Donc, ils doutaient. Mais après, eux, ils se sont retrouvés. Ils ont contacté les Fangama, ils ont contacté les Bayo de la milice et tout, et ils ont décidé de prendre le pouvoir. Normalement, le pouvoir, ils devaient le prendre le 5 avril. Le 5 avril. Mais le 3, le général Lansana a été convoqué. À l'époque, il était colonel. Il a été convoqué et au camp Boiro. Donc, il a laissé la consigne ferme. Si je ne me voyais pas jusqu'à 22h, déclencher le processus. C'est ainsi que le pouvoir a été pris. C'est-à-dire le processus de prise de pouvoir. Le processus de prise de pouvoir. C'est ainsi que le pouvoir a été pris le 3 avril. Sinon, eux, ils avaient préconisé le 5. Mais ils ont pris le pouvoir le 3 avril. Et avec tout ce qui s'est passé, politiquement parlant, les arrestations, les exécutions, il y a une masse, il y a une adhésion totale de la population guinéenne à la prise du pouvoir. Les gens sont venus avec des pancartes, avec les photos des disparus de Campoiro et tout, pour adhérer et soutenir le CMRN à l'époque. C'est dans cette ambiance que le gouvernement a été consulté. Moi, je me suis retrouvé là-dedans sur proposition du capitaine Kébé Mohamed Oumar. Parce qu'en fait, moi, j'ai grandi en partie au camp Samouri, chez mon grand frère. Donc, je connaissais certains de ces officiers qui étaient au Sylvaterium, comme les Jean Traoré, les Fasciné, les Babacar Ndiaye, les Mamad Traoré, à l'époque. Et donc, il a été question de désigner une femme, cadre, qui ne s'est pas impliquée dans la vie politique du PDG RDA, pour occuper le poste. Et donc, moi, j'ai été proposé de Kébé Mohamed Oumar. Et lorsque les gens ont dit, ah non, toi, tu as trop vite trouvé le nom, c'est pas clair, explique-toi. Il a dit non, en fait, c'est la jeune sœur du capitaine Abdoulaye Badi de l'intendance militaire.
Et moi, mon frère fait partie des victimes du Camboiro. D'accord. Mon grand frère. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé dans le gouvernement. Et la seule personne qui ne me connaissait alors pas du tout, qui n'avait pas entendu parler de moi, c'est le général Lansana Conté. Fasciné s'est souvenu qu'il était à la maternité de Donka, qu'on lui a présenté un médecin, effectivement. Madame Silla, mariée et tout, m'a présenté un médecin du nom de Dr Mermedier Lobari. Donc c'est ainsi qu'on a accepté ma nomination au gouvernement. Et je me suis retrouvé là. Comme ministre Pardon? Comme ministre de quoi? Non, ministre d'abord des Affaires sociales et de la promotion féminine. Puis il y a eu un remaniement. Je suis revenu au ministre comme ministre du Travail et des Affaires sociales. Donc voilà comment je me suis retrouvé dans le gouvernement. Il fallait évidemment, l'enjeu c'était de restructurer le mouvement de masse que nous avons connu. Le mouvement de pionniers, les réunions hebdomadaires, tout est supprimé. La constitution suspendue. Donc il n'y avait plus d'activité politique. Il fallait restructurer. Heureusement que le parti unique avait laissé les centres de formation féminine, les CPF. Donc on a recréé les conditions, on a créé les conditions féminines, on a décentralisé au niveau du pays pour remplacer plus ou moins l'Union révolutionnaire des femmes de Guinée. On a rééquipé les centres de formation des CPF et on a renforcé l'alphabétisation pour ces femmes. C'était la façon d'occuper les femmes. Mais pour le commun du Guinée, il y avait un vide. C'est comme si le CMRN avait renoncé à la participation de la femme dans la vie active de la Guinée. Ce n'était pas le cas. C'était juste qu'on était parti d'un mouvement révolutionnaire où tout le monde est impliqué plus ou moins à un statut où il faut s'occuper, mais entre guillemets, sainement. Aller vers des activités, vers la production, reprendre la famille en charge, reprendre l'éducation en charge. C'était ça la compilation du CMRN. La femme devait être beaucoup plus occupée à son rôle de mère de famille qu'un rôle politique à l'extérieur. Alors, Hadja, de 1984 jusqu'en 1990, pour une nouvelle constitution, et pourquoi 6 ans de la prise, pourquoi attendre jusqu'à 6 ans pour faire une nouvelle constitution alors que la constitution de 82 était suspendue par le coup d'État? Parce qu'il fallait d'abord c'était des militaires, il fallait qu'ils s'impliquent, qu'ils réussissent à approcher suffisamment de cadres pour maîtriser le système ou pour mieux étudier le système. Et donc, ils ont fini par faire appel à personnalités qui ont recommandé la création du multipartisme. Mais ils ont mis le CTRN en place pour la réduction de cette constitution. C'est le CTRN. Le CTRN, ça signifie comité? Comité transitoire de constitution, nouvelle constitution. RN, oui. Pour la reconstruction. De rédaction, certainement. De rédaction de la nouvelle constitution. Alors, est-ce que avec tout ce qui se passait, Hadja était au centre, elle a pris part activement à ce changement par rapport aux différents référendums? Quand j'étais ministre, oui, j'ai été très active. J'étais très active, mais je n'ai pas abandonné ma clinique. Parce que pour moi, je me suis retrouvé ministre très jeune, à 34 ans, et connaissant le sort des anciens ministres en Guinée, parce qu'il n'y a pas de statut particulier pour les anciens ministres, malheureusement, en Guinée. J'ai demandé l'autorisation officielle de continuer à exercer ma médecine. Et donc, j'ai eu officiellement 2 jours, mardi pour consulter, jeudi pour opérer, à condition que je sois au ministère au plus tard à 10 heures et que je compense les heures perdues. Ce que j'ai respecté rigoureusement. Et donc, la structuration de la condition féminine, ça a été vraiment très bien sur l'ensemble du territoire. C'est ce qui fonctionne jusque-là d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui. Cette structure qui est là. Et on a pu les équiper. On a pu équiper les femmes, encourager les teinturières. Kindia, je me rappelle, le teinturier de Kindia a été financé avec l'appui de l'ambassade des États-Unis, directement le fonds de l'ambassadeur. Donc on a équipé ces centres et on a créé les foyers améliorés pour réduire la consommation de bois, pour préserver l'environnement.
Okay. Et ça a été initié à Pita et ça a été divulgué sur l'ensemble du territoire national. Et il y a eu des difficultés. Par exemple, quand j'ai voulu que l'État donne beaucoup plus de gaz pour réduire la consommation, on a fait comprendre aux charbonniers que je suis contre l'exploitation du charbon. Il y a eu un petit mouvement. Alors, on va venir tout de suite sur ça, mais on nous appelle que l'ambassadeur de la Guinée au Libéria est déjà en ligne pour nous dire exactement comment le vote se passe de ce côté. Donc, d'un moment, on va revenir à Hadja Soirée. Ok. Alors, on peut passer avec l'ambassadeur? Est-ce qu'il est là? Allô, monsieur l'ambassadeur, bonjour. Est-ce qu'il est là, monsieur l'ambassadeur? Bonjour. Vous êtes là? Monsieur l'ambassadeur, vous êtes là? Ok, c'est bon, c'est bon. Oui, je suis là. Ok. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut... Le temps pour nous de glisser. Oui, Soirée, tu avais une question? Moi, Adja, la question que j'ai, 1982, le taux, en tout cas, des personnes scolarisées était très faible, contrairement à 2025 où on a beaucoup évolué. Dites-nous, quelles sont les similarités ou bien les points de divergence de ces deux scrutins? La scolarisation, elle a été gratuite théoriquement. Est-ce que ça a impacté? C'est-à-dire en 1982, je pense que le taux de personnes scolarisées tournait autour de 10%. Oui. Pendant ce temps, aujourd'hui, nous sommes vers 40-45%. Je n'ai pas exactement les statistiques. Mais est-ce que du fait en 82, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui savaient lire et écrire en français? Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes qui savent lire et écrire en français. Est-ce que ça impacte le vote référendaire? Bien sûr. Okay. Parce que plus on comprend le texte, mieux on peut l'exploiter et on peut prendre sa décision. Forcément, l'alphabétisation, l'instruction impacte le référendum. Mais en 82, bon, heureusement que ça a évolué. Ça passe stagné. Ça veut dire qu'il y a eu une amélioration de la formation, beaucoup plus d'enseignants, beaucoup plus d'infrastructures scolaires. Et il y a eu évidemment un pléthore d'écoles privées, il y a des écoles franco-arabes, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a plus d'instruits qu'avant 82. Ok. Est-ce que ça va impacter le taux de participation? Évidemment. Ou le nombre de bulletins nuls? Non, bulletin nul, je ne saurais pas le dire. Mais le vote, si. Ça aura un impact. Mais dire que ce sera bulletin nul ou pas, ça, je ne saurais pas vous le dire. Parce que chacun de nous est libre de voter, d'exprimer sa pensée dans les urnes. Après, les résultats vont nous montrer que c'est combien de bulletins nuls ou combien de choses. Mais l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a plus de personnes qui sont à même de lire, de comprendre la Constitution et de choisir ce qu'il fasse aux jeunes. Oui, non ou absolument. Alors, je vais juste poser ça avant peut-être de passer aux affaires. Avec toutes ces expériences que vous avez à votre âge, est-ce que vous pensez aussi que les référendums sont-ils liés au changement constitutionnel, mais plutôt en faveur du pouvoir en place? Ça se dit à chaque fois qu'on change en référendum, qu'on passe à un référendum, dès que le régime en place veut... La compréhension de la population, la tendance générale, c'est que c'est en faveur du régime en place. C'est comme ça que les gens interprètent. Pourquoi après chaque régime, on remet la Constitution en cause, on reprend une nouvelle Constitution, forcément la compréhension c'est ça. Mais sinon la Constitution en elle-même, c'est pour améliorer, censé améliorer la vie du citoyen. Censé, comment dirais-je, rapprocher le citoyen à celui qui est censé le gérer, c'est-à-dire l'État. La Constitution est là pour ça, pour donner beaucoup plus de liberté aux citoyens, beaucoup plus de droits aux citoyens, protéger le citoyen, c'est ça. Mais la compréhension générale de la population, c'est que chaque pouvoir qui vient rédige sa propre Constitution, c'est la compréhension générale. Alors, est-ce que vous avez une lecture particulière par rapport à ce titre? Moi, je lis tous les causes. Là, dans ceci, je sens dire
ce que je vais voter ou comment je vais voter, il y a beaucoup de choses qui, moi, me mettent à l'aise. La seule chose qui me dérange un peu, c'est qu'on n'a pas inclus cette parité que je voulais tant voir. C'est-à-dire partie égale en tout. À partir de 50%. 50%, 50%. Je pense que l'orientation ne va pas influencer les votes. Ok. On est resté au 30% de quota. On va rester pour ne pas que ça influence les votes. Moi, la question que j'ai, Adia, de 58 à 67, à 2025, on est autour de 67 ans, je pense. 67 ans. 67 ans, on est à notre 6e constitution, ce qui veut dire qu'il y a chaque 10 ans, nous changeons de constitution. Qu'est-ce qui fait cette répétition, à chaque fois, on est en train de changer de constitution? Ça, ce sera un point de vue personnel. Ça donne une certaine instabilité, une compréhension entre les gérants et les gérés. La population, c'est comme ça que moi je comprends. Mais ça n'engage que moi. Ouais. Voilà. C'est ce qu'on cherche. Moi, c'est de savoir, 1990, il y a une constitution qui a créé le multipartisme. Qu'est-ce que ça a apporté dans la vie du Guinéen? Parce que vous-même, vous étiez membre du CNT en 2010. Est-ce que c'est la même constitution qui a continué? Qu'est-ce qui a été... Non, on a modifié la constitution. D'accord. On a limité le nombre de mandats, on a limité l'âge. On n'a pas limité le nombre de mandats, mais on a limité l'âge. On a instauré les 30%. Et on a donné beaucoup de droits aux femmes. C'est une très bonne constitution, la constitution de 2010. Il y a certes des éléments qui manquent. Pratiquement les mêmes personnes qui ont participé à la rédaction de la constitution de 2010 se retrouve dans la commission actuelle du CNT actuel. Parce que même le président du CNT était membre du CNT de 2010. Donc, ce que je regrette, c'est qu'on soit toujours aux 30%. Ça me chagrine un peu. Ça ne bouge pas là. Alors, on nous demande qu'on prenne le correspondant basé à Farana. Il s'agit d'Ibrahima Oulem Fofana, qui est d'ailleurs avec le conseil personnel du chef de l'État du côté de Dingré. Est-ce qu'il est en ligne? Ibrahima Oulem Fofana, bonjour. Bonjour. Alors, dis-nous exactement dans la région de Farana où tu te trouves actuellement. Bonjour à l'équipe technique, bonjour aux amis journalistes qui sont actuellement sur le plateau. Et mille merci à l'ensemble des auditeurs de la radio nationale, mais aussi aux téléspectateurs de la Lucarne nationale. Je suis dans la région administrative de Farana, plus précisément dans la ville sainte de Dinguiraï. Et vous voyez déjà avec le conseil personnel du président de la République, depuis le 10, nous sommes déjà dans cette préfecture, dans la ville de Dinguiraï. Depuis 6 heures, l'ensemble des bureaux de vote ont ouvert. Et là où nous sommes présentement, on appelle ici Mandé, dans le centre-ville de Dinguiraï, où il y a une forte affluence, un grand engouement que j'ai pu constater depuis cette heure. Et avant d'aller plus loin, le bon sens voudrait que j'essaie de vous présenter la statistique régionale en termes de retrait des cartes d'électeurs. Parce que si vous prenez la région administrative de Farana, on a pu retirer au moins, il y avait plus de 491 277 cartes d'électeurs disponibles. Distribuées, c'est 484 904 cartes d'électeurs qui ont été distribuées. En termes de restantes, nous avons 6 344 cartes d'électeurs qui sont restés. Pour la préfecture de Dinguiraï, nous avons au total 79 076 cartes d'électeurs distribuées, 78 230 cartes d'électeurs. Et si vous prenez la préfecture de Dinguiraï, nous avons plus de 359 bureaux de vote. Depuis le matin, je le disais, je suis avec le conseil personnel du président de la République, accompagné de l'autorité préfectorale et communale. Et nous sommes présentement dans ce bureau de vote où le conseil personnel du président de la République, M. El Hadj Thierno Mamadou Ba, TMB, peut-être il est là, il va essayer de nous dire son sentiment, voilà, parce qu'il vient juste à peine de voter aussi. Bonjour, monsieur le conseil personnel du président de la République, vous êtes sur la télévision nationale. Bonjour, Ibrahima Oulem Fofana, bonjour, chers collègues journalistes. Je rappelle que j'étais journaliste pendant 19 ans. Effectivement, nous sommes ici à Dinguiraï pour nous acquitter d'un devoir civique, celui de voter. Aujourd'hui, l'affluence est
constatable très facilement. Vous l'avez vu vous-même, on a sonné un certain nombre de bureaux de vote. Moi-même, je me suis acquitté de mon devoir citoyen. Nous avons voté dans la paix, dans la tranquillité. Et comme vous le savez, Dingira est caractérisé par la discipline, donc tout se passe correctement ici. Et je pense que Dingira va continuer à garder le flambeau. Voilà, c'était donc l'intervention du conseiller personnel du président de la République. Peut-être, si vous avez quelques petites questions, moi je suis entièrement à votre disposition et je vous écoute, mon cher Sam. Oui, alors, Oulé, j'ai une petite question. Vous avez dit qu'il y a 6000 cartes d'électeurs qui restent encore à être récupérées. Dites-nous, est-ce que ce matin, en dépit de l'ouverture des bureaux de vote, des gens viennent encore pour récupérer les cartes d'électeurs? En tout cas, la même activité se passe actuellement dans toutes les autres 4 préfecturales. Dans toutes les autres 4 préfectures, j'y arrive enfin, de la région administrative de Parana. Actuellement, le ministre de la Défense nationale, Idi Amin, et son équipe sont dans la préfecture du centre, Parana. Et de l'autre côté, à Tissidougou, les autorités, les citoyens sont mobilisés. Je suis à l'instant avec le contrôleur général de police, le préfet de Dinguiraye, qui est aussi sur pied depuis le matin. Monsieur le préfet, nous sommes dans votre juridiction depuis le matin. Vous avez pu faire quelques constats quand même. Oui, tout à fait. Donc, on a été surpris très tôt le matin pour s'assurer que tous les bureaux de vote sont mis en place et sont ouverts à partir de 6h30, 7h, ici qui a été le cas. Et l'engouement s'en est suivi progressivement et on est aux environs de 10h, vous voyez, par ce centre. Donc les Dinguiraïens sont sortis massivement pour conférer à ce scrutin un très bon taux de participation. Un autre électeur à ma gauche, le doyen, bonjour, un citoyen de Dinguiraye qui vient de voter aussi. Bonjour. Moi, je suis un des ressortissants qui a été délégué pour venir suivre ce qui se passe et mobiliser les gens. Comme vous voyez ici, la mobilisation dans ce quartier avec les 3 bureaux de vote, la tour est remplie. Dans tous les bureaux de vote que nous avons fréquentés, l'affluence est la même. Donc, Dinguiraye est largement mobilisé pour venir voter. La sensibilisation a bien porté. Ils savent pourquoi ils votent et ils savent que c'est un devoir citoyen qu'ils sont en train d'accomplir pour montrer leur choix par rapport au référendum. Merci. Et donc, je vais essayer de me déplacer un peu pour permettre à l'ensemble des téléspectateurs de la télévision nationale de comprendre ce qui se passe. Déjà, et nous sommes juste devant ce bureau de vote. Voilà, il y a deux files qui sont déjà formées. Il y a les hommes par là et nous voyons également nos mamans aussi qui sont munis et de leur carte d'électeur. Et voilà, et oui, je suis à l'antenne. Est-ce que tu penses que les citoyens n'ont pas du mal à rejoindre leur bureau de vote? Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas assez de distance entre certains bureaux de vote? Qu'est-ce que tu as constaté par rapport à cela? Que tu as pu constater. Voilà, en termes d'anomalie, pas aussi comme ça, mais en tant que reporter sur le terrain, j'ai pu faire quelques constats. Et si nous prenons par exemple l'éloignement d'un bureau de vote, d'un village, voilà, cela a vraiment inquiété un peu les électeurs. Mais je vous avoue que le coordinateur communal est en train de prendre toutes les dispositions afin que ces citoyens puissent voter. Au-delà de ça, lorsque je suis venu à l'école primaire du centre, j'ai vu quelques électeurs qui étaient munis de leur carte d'électeur, mais qui cherchaient également leur bureau parce que le nom du bureau qui est sur la carte, c'est l'hôpital préfectoral. Or, il n'y a pas de bureau de vote dans l'enceinte même de l'hôpital, mais de demande en demande, ces électeurs-là ont fini par retrouver leur bureau de vote. Au-delà de ça, j'ai vu d'autres citoyens aussi venant de Sigiri qui ne sont pas normalement de la commune de la préfecture de Dinguiraye même, voilà, qui posaient cette inquiétude, qui veulent voter parce qu'ils sont munis de leur carte d'électeur. Mais à ce niveau, voilà, et les autorités aussi ont dit que voilà, ils vont tout faire pour trouver une solution à ça, parce que il y a le vote, par exemple, par dérogation.
Au-delà de ça, là où je suis en train de vous parler, le conseil personnel du président de la République et son équipe, également le préfet de Dinguiraye, se mobilisent actuellement pour sillonner l'ensemble des bureaux de vote, voilà, se trouvant dans la commune urbaine de Dinguiraye. Si vous avez d'autres questions, je suis à l'écoute. Au cas contraire, vous allez me permettre d'aller faire d'autres constats dans d'autres bureaux de vote. Merci Ibrahima Oulem Fofana. Je crois que c'est notre correspondant basé dans la région de Farana. Il est précisément à Dinguiraye. Et d'un moment à l'autre, on va joindre d'autres correspondants aussi au niveau des régions de Boké, de Labé, de Mamou, etc. Donc, merci Ibrahima Oulem Fofana. On revient dans la salle. Hadia. L'historique des référendums de Guinée. J'ai dit que chaque constitution, il m'a posé la question. Si vous prenez la constitution de 82, c'était pour consacrer au parti unique. D'accord. L'important c'était ça, et là limiter les mandats. D'accord. Si vous prenez 90, 10, pardon. Voilà, 90, il y a eu vraiment tout parti. C'était pour le multipartisme. Parce que tout le monde avait demandé au général Lansana Conté d'autoriser le multipartisme. D'accord. À l'époque, il voulait 2 partis. 2 partis, le bipartisme. Il a dit bipartisme. Il a dit si vous mettez plusieurs partis, si vous autorisez plusieurs partis, il y aura des partis ethniques. Ethniques. Ouais. Si c'est 2 partis, tout le monde va s'aligner, les gens sont obligés de s'aligner au niveau des 2 partis. Il a été combattu. Comme il était vraiment démocrate, il a accepté le multipartisme. Et aujourd'hui, on s'est retrouvé avec combien de partis? Mais autre avantage de cette constitution de 90, c'était la libéralisation des ondes. Bien sûr. Il n'y avait pas de médias privés. Non, il n'y avait pas de médias privés. Il a autorisé les médias privés. Non, il y avait beaucoup d'avantages dans cette constitution de 1990. Vraiment. Okay. La presse, la liberté de la presse. On a autorisé l'installation des radios privées, des journaux, tout ça. Même les journaux satiriques comme le Lynx. Il n'y a jamais eu de problème. Et tout le monde sait que le Lynx était... Le président était l'acteur principal. L'aspect, c'est que toutes ces constitutions n'ont pas pu vraiment mettre en place des institutions capables, des institutions fortes. Pourquoi? Parce que si vous prenez celle de 90, Lansana Conté est venu pour un mandat renouvelable une seule fois. Finalement, le coudéisme est arrivé, il n'a pas fini ses projets. On a vu ce qui s'est passé en 2010. Alpha Condé est arrivé également. On disait, oui, 2010, il y a eu adoption, mais il y avait des choses qui manquaient. Donc, on devrait recommencer. Pendant ce temps, il y a d'autres pays aujourd'hui. Quand c'est 2 mandats, c'est fini. Mais en République de Guinée, on n'a jamais respecté les constitutions. Ce que je vous ai dit, j'ai dit que chaque système qui arrive, modifiant la constitution, il met ce qui l'intéresse. C'est ça la réalité. Il y a toujours une modification de fondement. Le PDG RDA, c'était pour avoir un parti unique. Lansana Conté, avec l'ouverture du pays à d'autres pays, parce que tu pouvais circuler librement, et penser libre et tout, et investir. Donc les gens ont dit, ah non, nous on ne veut pas un seul parti, 2 partis, on veut plusieurs partis. Il a dit, d'accord, allez-y, faites plusieurs partis. Plusieurs partis. Et si vous voulez, chaque pouvoir qui arrive essaie de voir comment est-ce qu'il peut, avec la Constitution, ou par la Constitution, impacter son pouvoir. C'est ça, Alpha Condé, quand il a modifié, c'était pour dire-il de choses, mais il a fait sauter le verrou des mandats limités. Pour les femmes et tout ce qui s'ensuit. Mais en 1990-2001, juste 11 ans après, on avait encore un projet de référendum, 2001, qui partait de 5 ans pour le mandat présidentiel à 7 ans pour le feu général Lansana Conté, qui devait finir en 2010. Malheureusement, il a été arraché à notre affection. Nous, on a profité pour insérer les lois, la lutte contre les MGF. On a pu faire ça. Les mariages précoces, on a inséré tout ça. Les lois contre les MGF, c'était dans la constitution de... Oui, c'était prévu. Ça ne s'appelait pas MGF. De 2010. C'était violence faite. Violence faite aux femmes. Tout à fait. C'était dans la constitution de 2010. Si vous cherchez, vous trouverez quelque part. Donc on profite chaque fois, on profite pour insérer, disons, la société civile profite pour insérer ce qui l'intéresse. C'est là aussi qu'on a mis des garanties pour la presse, qu'après qu'on a fait sauter. Avec, c'était le Suleiman de Lynx. Diallo,
du lynx. D'accord. Déjà, donc chacun a ses avantages, des inconvénients, mais le peuple est là pour comprendre dans la mesure du possible, voter, car c'est un devoir du citoyen. Et en 2020, on estime que vous n'aviez pas beaucoup travaillé parce qu'il y avait certaines choses qui manquaient dans la Constitution de 2010, donc il fallait venir. C'est toujours ça. Les gens pensent toujours qu'il manque ceci ou cela pour pouvoir amender. C'est toujours comme ça. Quand vous voulez amender un texte, vous pouvez toujours l'amender. Hein. Il suffit de le lire, d'apporter des esprits contradictoires pour trouver ce qu'il faut insérer, ce qu'il faut supprimer. Là, j'ai vu qu'on a instruit le Sénat. Il y a beaucoup d'avantages quand même dans cette Constitution. Mais le problème dans nos pays, en général, pas la Guinée, dans nos pays, c'est l'application des textes. Vous parlez tout de suite des institutions qui n'étaient pas fortes, et ceci et cela, on avait parlé. Si vous voulez, c'est un problème du citoyen, de patriotisme. On te confie un domaine, on te dit voilà la loi, ce qu'il te dit de faire. C'est toi qui sais si tu vas, en âme et conscience, en tant que citoyen, appliquer ce que la loi te dit. T'appliquer ou pas. Alors, on nous rappelle que monsieur l'ambassadeur de la Guinée au Libéria est en ligne pour nous remonter en temps réel ce qui se passe du côté de Libéria. Est-ce que Sam est là? Monsieur l'ambassadeur? Oui, bonjour. Alors, vous êtes ambassadeur de la Guinée au Libéria. Dites-nous comment le vote se passe là-bas avec les Guinéens de ce côté. Je suis l'ambassadeur de Guinée au Libéria, M. Sila Aboubakar. Je suis sur le site du vote où nous avons regroupé les différents bureaux de vote du numéro 1 au numéro 9. Tout se passe très bien. Ce matin, il y a un engouement maintenant et le vote se passe dans les meilleures conditions. Les gens viennent, il y a une forte pluie qui est tombée, mais maintenant, la ville est ensoleillée et la communauté se bouscule. Vous verrez derrière moi tous ces Guinéens qui sont assis pour attendre leur tour de vote. Les bureaux de vote ne se reposent pas et vraiment nous sommes satisfaits de ce qui se passe. Certains nous disent même que c'est un acte citoyen, donc ils essaient de porter leur pierre à l'édifice de cette consultation. Est-ce que il a le nombre de Guinéens qui doivent voter de ce côté? Bon, nous avons 4460 Guinéens répartis en deux zones. Il y a l'intérieur du pays et la zone de Morovia. La zone de Morovia, nous avons 3000 et quelques Guinéens répartis entre les 6 bureaux de vote. Et nous avons le reste, 1000 et quelques Guinéens répartis en 4 bureaux de vote à l'intérieur du pays. Et aujourd'hui, tout le monde se bouscule pour pouvoir obtenir d'abord leur carte d'électeur et venir voter. Malgré la pluie qu'ils ont bravée, ils sont là, ils attendent leur tour pour pouvoir voter. Alors, monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous avez pu relever quelques anomalies liées à ce scrutin, notamment le dispatching des différents bureaux de vote à l'intérieur du pays pour les Guinéens qui y vivent? Est-ce qu'il y a des anomalies que vous avez constatées? Non, la seule anomalie, c'est qu'il y a des cartes d'électeurs qui ne sont pas arrivées. Et les gens sont là vers leur ticket et leur carte consulaire, ils ne peuvent pas voter. Ils ne sont pas là. C'est le seul hic que nous avons.
Alors, donc, vous avez entendu Safiatou Condé du côté de Libéria. Les Guinéens sont aussi motivés pour s'acquitter de leurs devoirs civiques. En voyant déjà les premières images avec Ibrahima Oulé Fofana ici à Farana et les images au Libéria, nous sentons qu'il y a cet engouement au niveau des différents bureaux de vote et que peut-être que la vulgarisation, on peut le dire peut-être à ce mi-parcours que ça a porté fruit. Quand on voit Farana aujourd'hui où il y a du monde, on l'a vu avec les images d'Ibrahima Souri, il y a du monde qui se bouscule pour pouvoir voter, tout le monde veut poser son oui ou son non. Je pense que le citoyen est largement informé et il sait l'essence même et l'importance de ce scrutin du 21 septembre. Voilà, nos envoyés spéciaux sont du côté de Mamou aussi, Mamadou Alpha Baldé, d'un moment à l'autre, il doit nous appeler, Younous Atawel Kamara Abouké, Falilou Diallo à l'Abbé, et nous attendons Afria, c'est Tcherno Ousmane Diallo, d'ailleurs, où il vote le ministre de l'Information et de la Communication, le Bouyan Fanasouma, et lancé Kamisoko du côté de la forêt à Zérekouré précisément. Alors, Hadia, nous... Alors, moi, juste avant Hadia, je voulais ajouter quelque chose avant Hadia. Je pense aujourd'hui, la DG doit beaucoup travailler. Ceux qui n'ont pas encore retrouvé leur carte d'électeur, qu'on arrive vraiment à continuer à distribuer les cartes d'électeurs parce qu'on sera là jusqu'à 18h. Hadia peut continuer. Moi, je voulais juste dire qu'en 2020, vous vous souvenez que la constitution qui a été votée, c'est pas celle-là qui a été promulguée. Ça, quand même, tout le monde se souvient de ça. Il y avait des difficultés quand même. Non, c'est même pas le texte. Il y avait beaucoup de textes qui ont été changés avant la promulgation. En fait, il n'y avait pas beaucoup de vulgarisation. En tout cas, moi, je n'avais pas lu la Constitution de 2020. Il n'y avait pas une vulgarisation aussi large pour que tout le monde arrive à entrer en possession de ce texte de loi. Maintenant, pour savoir ce qui a changé. Tous ceux qui ont lu, c'était le scandale. C'est que ce qui a été présenté à la population, ce n'est pas ce qui a été promulgué. Ça, c'était clair pour tout le monde quand même, pour tous ceux qui ont lu. Donc, c'est juste pour vous dire que il serait intéressant que nous ayons des constitutions, je ne vais pas dire inamovibles, mais en tout cas qui ne sont pas amendables avec chaque système. Oui, mais est-ce que ce ne sont pas les hommes aussi qui ne sont pas forts, les hommes qui dirigent ces institutions? Parce que si vous prenez les constitutions, quand même, il y a certaines constitutions qui changent de République. Je pense que nous sommes vers la 5e République. Et si vous prenez la France, qui a depuis les années 1700 et quelques, jusqu'à présent, au niveau de la 5e République, ça vous dit? Oui, mais vous savez, il y a les articles qu'on change dans une constitution, les amendements d'articles, mais pas l'ensemble de la constitution. Il se trouve que chez nous, et généralement en Afrique, chaque fois qu'on touche à la constitution, c'est pour carrément changer cette constitution. C'est une nouvelle constitution. En tout cas, à plus de 60%, les articles sont amendés. Mais je pense que également on peut désormais amender en fonction de l'évolution de la société. L'idéal, ce serait ça. L'idéal, ce serait d'amender un article en fonction de la nécessité ou de la volonté ou de la situation présente. L'idéal, c'est ça. Dans la sécurisation du processus électoral, d'un moment à l'autre, on va recevoir M. Nouan Traoré. Il est secrétaire général du ministère des Télécommunications, Poste et Télécommunications et de l'économie numérique. Et puis, ils ont mis un monitoring en place pour surveiller les messages de violence, des messages de violence justement, des gens qui voudraient placer des fake news afin de déranger la paix nationale. Parce que beaucoup de personnes vont publier des fausses images dans l'intention de... Justement, donc, il y a aujourd'hui une structure au ministère des Postes et Télécommunications qui gère toutes ces fausses informations sur les réseaux sociaux et ça peut aller jusqu'à la poursuite judiciaire. Mais puisque le coordinateur même doit venir sur ce plateau, de la deuxième partie, certainement, on va l'installer d'un moment à l'autre. Mais Safiatou Condé, on a parlé de toutes ces élections, mais la plus récente, c'est 2020. 2020, est-ce que c'était uniquement pour prolonger le mandat présidentiel ou il y avait des innovations sur toute la partie? 2020, bon,
C'est vrai, on a dit que c'était pour moderniser les institutions et tout, mais tout ce que le Guinéen lambda a retenu, c'était faire le pas, franchir le pas pour ce 3e mandat. Parce qu'on se disait qu'avec l'ancienne constitution qu'on avait, le 3e mandat n'était pas possible. C'était pas du tout possible. Donc il fallait trouver des tournures, il fallait trouver une institution, une constitution qui pouvait permettre au président de la République de briguer en 3e mandat. Donc du coup, c'est ce qui a été retenu par le Guinéen. La constitution n'a été changée que pour briguer en 3e mandat. Et c'est ce qui fut fait et ça a été le constat général que beaucoup ont fait. Certainement, la dernière partie, on va parler de cette nouvelle constitution, mais en attendant, on va changer d'invité parce que d'un moment à l'autre, on doit recevoir M. Traoré, qui est secrétaire général du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. C'est ça? Oui, avec lui, on va parler de la sécurisation en ligne. Est-ce que Haga a voté avant d'être là? Haga a pu voter. Elle avait voté. Vous savez, à mon âge, je ne me réveille pas tôt là. Donc, je suis venu par là. Après, je vais ma carte dans mon sac. S'acquitter de son devoir civique. Si les gens me laissent passer, parce que on dit que je n'ai pas de laisser passer. Ah bon? Sinon, j'ai ma carte ici. Ok, merci. Dans le sac, je dis. Haga va aller voter, c'est un scrutin historique, c'est un scrutin. Non, je vais voter. Moi, j'ai toujours voté en fait. J'ai toujours voté. Même la Constitution 2020, j'ai voté. Je pense que c'est un devoir à accomplir. On vote. Merci. Tu dois de savoir ce que tu votes. En fonction de ta conscience, de ta compréhension, tu dois de savoir. C'est en tout cas le devoir du citoyen. C'est un devoir citoyen. C'est un devoir citoyen. Il faut que les gens le comprennent. Ce n'est pour personne. Ce n'est contre personne, c'est pour personne. C'est pour toi en tant que citoyen de remplir ton devoir pour exprimer ta pensée par rapport à la vie de la nation. Alors, je rappelle que Hadia Mariama Diallo Barry a été ministre dans le premier gouvernement. Moi, je reste sur ma faim. Vous n'avez pas parlé des femmes. Les femmes. Oui, mais on a parlé de 30%. Ça, c'est peut-être. Mais justement, on en parlait tout à l'heure, Hadia. Les 30% de quotas sont restés là. Pourquoi ça ne bouge pas? Pourquoi ça ne bouge pas? On s'attendait qu'à alors qu'on est plus de 52% de la population. On est 52%. Si vous allez dans les bureaux de vote, vous verrez que beaucoup de femmes. Mais je parle sous le contrôle de madame qui est très féministe aussi, la directrice générale de la RTG. On a cherché une femme constitutionnaliste. On n'a pas trouvé. Ah, il y en a. Mais non. Après. C'est peut-être parce qu'on a pris la bonne adresse. Les gens acceptent de parler. Mais je pense que également, il y a eu toujours des femmes qui ont participé à l'élaboration de ces constitutions. Oui, exactement. Et également, elles ont accepté à ce que les femmes restent à 32%. D'accord. Sinon, elles n'ont pas accepté. Vous constituez 52,26%. Elles n'ont pas accepté. OK. Ils ont toujours proposé le parce quota, que vous-même, vous avez participé. Mais dans le vote, puisqu'il y a toujours plus d'hommes dans les institutions que de femmes, dans le pouvoir de plus de décision, il y a plus d'hommes que de femmes, donc on est toujours battus. On pouvait quand même s'attendre à ce que les 30% de quotas viennent à 35 bougent. Comme les 20% au niveau des partis politiques, je pense que ce n'est pas là le problème. On avait imposé aux partis politiques sur la liste électorale. Ils ont préféré, les partis ont préféré payer les amendes que de mettre 20% des femmes sur la liste électorale. Ok, mais dans l'histoire de la Guinée, il y a eu toujours des femmes qui ont été candidates. Mais est-ce qu'il y a eu une candidate qui a eu 5%? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que pourtant, les femmes sont 52% quand elles votent toutes pour les femmes. Je concerne que le fait qu'il n'y a pas de solidarité, mais le mari même de cette femme-là, je suis sûr qu'il n'a pas voté pour la femme. Bien. Alors, je crois que nous étions avec Hadia Mariama Diallo. Elle a été ministre des Affaires sociales, ministre du Travail et des Affaires sociales du gouvernement du fait général Lansana Conté. On a eu comme invité ce matin pour cette première partie. Hadia, il ne reste qu'à vous dire merci. Merci à vous. Et passer une excellente journée électorale. Merci d'avoir pensé à moi. Je ne suis pas constitutionnel, je suis médecin, donc j'espère n'avoir offensé personne et d'avoir dit exactement ce que je pense. Merci beaucoup. Merci d'avoir pensé à moi, que Dieu nous protège. Donc d'un moment à l'autre, on va recevoir M. Traoré. Petite pause avec la réalisation. Est-ce qu'ils sont avec nous? Moi maintenant.